Salut, votre présence à ce webinaire portant sur le thème trafic illicite des biens culturels. Quelle action pour une coopération internationale renforcée en Afrique? Je suis Dr. Jérôme Zamansou, modératrice de ce webinaire, initié par l'École du patrimoine africain en collaboration avec l'ISESCO et l'UNESCO pour célébrer elle aussi la Journée internationale de lutte contre le trafic illicite des biens culturels. En rappel, chaque 14 novembre est consacré à cet objectif de lutte contre le trafic illicite des biens culturels dans le monde pour sensibiliser, interpeller et nous inviter tous, individus, personnes, groupes, communautés scientifiques ou non, à travailler ensemble pour lutter contre ce crime d'après l'UNESCO qui prive l'Afrique de son patrimoine culturel. Est-ce vraiment un crime? Comment est-ce que les personnes, les groupes, les individus et les communautés scientifiques ou non peuvent travailler ensemble pour lutter contre ce crime d'après l'UNESCO? Ce sont ces questions que nous allons, c'est autour de ces questions que nous allons échanger durant les 2 heures consacrées à ce webinaire, autour du thème que je vais rappeler, trafic illicite des biens culturels. Quelle action pour une coopération renforcée en Afrique? Chers participants, chers intervenants, bienvenue une fois encore à ce webinaire. Nous avons comme premier intervenant, Madame Kadiatou Almaz Kamara. Elle est sociologue, spécialiste dans le domaine de la culture, coordonnatrice du programme culture au sein du bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest depuis 2013. Elle pilote des actions de renforcement des capacités en soutien aux 15 pays d'Afrique de l'Ouest, prouvant la protection du patrimoine et la promotion de la créativité. Je voudrais la remercier pour avoir accepté d'intervenir à ce webinaire. Le deuxième intervenant est le professeur Mahamat Abba Ousmane. Il est maître de conférences, expert patrimoine culturel et musée au sein du secteur de la culture et de la communication de l'ISESCO, Islamic World Educational, Scientific and Cultural Organization. Je le remercie aussi pour avoir accepté de participer à ce webinaire. Notre troisième intervenant est Dr. Jean-Roland Onana. Il est administrateur national du programme culture au bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique centrale. Il remplace M. Dodé Kwemura qui avait été précédemment annoncé. Nous allons à présent commencer les échanges et je voudrais inviter tous les participants à écrire leurs questions en commentaire au cas où les questions leur viendraient librement et pour plus tard que la parole leur soit accordée à la suite des échanges qui vont être menés. Ma première question va s'adresser à Mme Kadiatou Kamara et elle est celle-ci. Comment est-ce qu'on peut comprendre le trafic illicite des biens culturels et quelles sont les causes de ce trafic illicite des biens culturels en Afrique? Madame Kadiatou Kamara, vous avez la parole. Bonjour Jérôme, bonjour chers collègues, Jean-Roland, bonjour Monsieur Mahamat, j'espère que tout le monde va bien. Encore merci pour l'invitation à l'École du patrimoine africain. Euh, donc, pour répondre à cette question, permettez-moi d'abord peut-être d'apporter un peu plus d'éclaircissement sur qu'est-ce que l'on entend par bien culturel, parce que on pourrait avoir une compréhension différente de cette définition. Mais pour commencer, dire que, comme vous le savez, l'UNESCO a mis en place depuis 1970 un cadre normatif qui est plus connu sous le nom de la Convention de 1970 sur les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert des propriétés illicites de biens culturels
Et cette convention donne une définition claire dans le premier article de ce qu'on entend par bien culturel. Donc, je cite, sont considérés comme biens culturels les biens qui, à titre religieux ou profane, sont désignés par chaque État comme étant d'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science. Et ensuite, l'article donne toute une série de catégories que je vous invite à aller regarder parce que ça risque d'être long de les citer explicitement ici. Maintenant, j'aime simplement dire que la question du trafic ici des biens culturels n'est pas du tout nouvelle. Souvent considéré comme un trafic de l'ombre, qui est peu visible et où les statistiques sont manquantes, même si beaucoup d'efforts ont été faits depuis ces années, en comparaison à d'autres trafics qui vont être beaucoup plus documentés, comme celui des armes et de la drogue. Mais il n'en reste pas moins que c'est une des plus anciennes formes de trafic transfrontalier qui est organisée. Et d'ailleurs, cette question apparaît dans beaucoup de textes historiques de zones géographiques différentes et propose une théorisation précoce qui saisit les enjeux à la fois théoriques et mécaniques du pillage, du vol, de l'accaparement des biens culturels. Pour en citer quelques-uns, nous avons le livre de Al-Muqaddimah d'Ibn al-Khaldun qui date du XIVe siècle, qui vient de Tunisie, bien sûr. Nous avons également le droit de la guerre et de la paix d'Hugo Grotius, qui vient du nord de l'Europe. Et c'est également des sujets qui ressortent dans certains écrits de Cheikh Anta Diop, qui parlent normalement sur les racines culturelles africaines en Égypte, la deuxième moitié du siècle au Sénégal. Donc, qu'est-ce qu'on entend par trafic illicite? Qu'est-ce que c'est concrètement? Comme l'a si bien dit Dr Jérôme, oui, c'est un crime qui met en synergie un réseau d'acteurs criminels de la source à la vente avec des acteurs intermédiaires. Donc le vol, le pillage, la production de faux et le trafic illicite des biens culturels sont considérés comme des crimes. Ils dépossèdent les peuples de leur histoire et de leur culture, mais également ils fragilisent la cohésion sociale des peuples qui sont touchés. Et bien sûr, les collaborations avec des partenaires comme l'Organisation mondiale des douanes, Interpol et tout ce qui a été produit comme documentation autour montrent également que ce trafic peut être lié à d'autres formes de trafic qui contribueraient au financement du terrorisme et d'autres activités criminelles. Et bien sûr, comme dans la plupart des trafics, les profils des pilleurs vont être variés. Et par exemple, pour donner des exemples, ça peut être une personne particulière, un fermier qui découvre une antiquité sur un champ, un chercheur archéologue qui ramène un objet de son terrain d'étude sans autorisation. Ça peut être également des agents publics qui font des cadeaux diplomatiques ou un groupe de terroristes ou groupe armé organisé, pardon, en passant par le chasseur de trésors professionnel. Donc les profils sont variés, mais en résumé, on dira que c'est un crime organisé qui est un des plus anciens et des organisations telles que l'UNESCO, à travers la Convention de 1970, mais bien d'autres partenaires, ont mis en place des cadres normatifs et des actions de coopération qui permettent de prendre action pour lutter contre ce fléau. Donc, pour ne citer que quelques facteurs qui contribuent à ce trafic, nous avons remarqué, enfin les études et bien sûr la réalité des choses a montré que les zones de conflit deviennent de plus en plus des cibles privilégiées et vont favoriser le pillage et le trafic illicite des biens culturels. Nous connaissons tous des cas au cours de l'histoire qui ont été probants. C'est le cas de l'Afghanistan en 2011 ou encore des actions menées par certains groupes armés en Syrie et en Irak. Et en Afrique, nous avons également le cas du Mali, pour n'en citer qu'un, qui sont des exemples probants. Au-delà de la question des conflits, il y a également la question de la porosité des frontières, notamment au niveau de notre continent, qui est un facteur qui facilite et contribue justement à ce type de trafic. Mais il y a également le manque de ressources humaines qualifiées et ou sensibilisées ou capacités en termes de moyens pour pouvoir prendre des actions concrètes au niveau du terrain. Et nous verrons plus tard, j'imagine les discussions vont nous mener à parler un peu plus des différents types de profils, des acteurs de la chaîne de lutte contre le trafic illicite des biens culturels, donc je ne vais pas me pencher dessus à ce stade. Et nous avons également un autre facteur que nous pourrions citer, qui est les cadres légaux faibles de nos pays, qui ne permettent pas de prendre des actions concrètes pour sanctionner ce type de trafic dans notre région. Donc voilà de manière brève quelques exemples la définition que nous pouvons donner au trafic illicite des biens culturels
ainsi que des facteurs qui contribuent à son développement. Je vais m'arrêter là, merci. Merci, Madame Kadiatou, avoir rappelé d'abord ce que c'est que le bien culturel. Avant d'aborder cette question de trafic illicite des biens, qui, vous l'avez confirmé, est bien un crime, une activité criminelle, un crime très ancien d'ailleurs et qui, heureusement, avec les actions de l'UNESCO, il y a un cadre normatif et des services de coopération qui sont mis en place à travers la Convention 1970 pour lutter contre ce fléau qui dépossède les peuples de leur culture. Je vous remercie, Madame Kadiatou. Je m'en vais donc à la deuxième question qui s'adresse au professeur Mahamat et à Dr Onana Jean Roland. Quelles sont les formes de trafic illicite des biens culturels en Afrique et comment est-ce qu'elles se développent? Professeur Ahmad, docteur Onana, vous êtes libre de prendre la parole. Je vous remercie. Merci beaucoup de nous passer la parole. Je voudrais remercier l'État pour nous avoir associés à cette réflexion. Remercier également Khadija depuis Dakar et Onana du Cameroun pour ces échanges qui nous permettront de contribuer à sensibiliser et à concilier ou alors je vais dire mettre en commun nos efforts pour pouvoir limiter le trafic illicite comme Khadija l'a dit, qui est un fléau finalement qui, selon certaines organisations, vient en troisième position après le trafic de drogue et celui des armes. Donc, c'est un phénomène qu'il faut prendre au sérieux parce que il gangrène l'Afrique. Il l'a dit au regard des questions des conflits, mais également la porosité des frontières, mais surtout aussi la, le niveau de vie des communautés détentrices qui, parfois, pour des besoins de survie, peuvent brader certains objets communautaires qui sont parfois conservés dans des musées ou dans ce qu'on appelle sous d'autres cieux la case du village. Comme forme de trafic, nous pouvons dire que les formes, il y en a plusieurs. Le plus important, c'est surtout avant, pour ce qui concerne l'Afrique, avant la période coloniale et pendant la période coloniale et la période juste post-coloniale, il y a eu beaucoup de recherches archéologiques qui ont été menées par des missions de recherche. Pour ce qui concerne le lac Tchad, la région de lac Tchad que je connais mieux, des missions comme celle de Griol de 48 et d'autres missions conduites par Leboeuf qui, sur les objets autour du lac Tchad et en particulier c'est des objets Sao. Il y a eu ces fouilles archéologiques et donc qui n'ont pas été maîtrisés par les jeunes États qui viennent d'accéder à leur indépendance. Et ça, c'est la forme la plus grave, la plus importante, parce que ces objets aujourd'hui, lorsque vous visitez certains musées européens, vous vous rendez compte que ces objets sont exposés et qui ont bénéficié du trafic, on pourrait dire institutionnel, parce que c'est quand même des groupes de recherche qui sont impliqués. Moi, j'ai eu la chance de visiter certains musées en Europe, mais aussi en Asie, où ces objets sont représentés. Et ça, ces missions de recherche qui, en réalité, sont supposées mettre à jour cette histoire de l'Afrique, de ces communautés-là, ont contribué d'une manière ou d'une autre à ce phénomène. Il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire et de l'assumer. Parce que moi, quand je faisais ma thèse, j'ai des statistiques sur ces objets-là, sur ces aspects-là.
En plus, n'est-ce pas, donc, de ces pillages liés aux fouilles archéologiques non maîtrisées ou illégales, on peut aussi il y a des fouilles archéologiques illégales qui se passent aujourd'hui, même au Soudan. C'est le pays africain le plus touché en ce moment par ce phénomène-là et c'est très important de le dire. Il y a le vol. Il y a le vol au sens de prendre sans permission. Définition basique de ce terme, c'est prendre sans permission. Donc, de certains objets qui existent dans les communautés ou certains jeunes africains qui, de passage dans des pays européens, se rendent compte de l'importance de ces objets-là et les prennent sans demander l'avis de la de communauté. Moi, j'ai eu la chance en 2017, en septembre 2017, d'aller au Parcours du Monde, c'est-à-dire l'un des plus grands marchés d'objets d'art à Paris. Et d'habitude, des jeunes chercheurs avec leur sac à dos, ces responsables des institutions pensaient que je suis venu avec un objet d'Afrique. Les gens m'invitaient. J'étais avec une collègue du musée du Quai Branly, Gaëlle Bonjean. Et on était étonnés de voir qu'en réalité, c'est un phénomène qui se passe à ciel ouvert. C'est-à-dire, et ça, c'est sérieux. Et après, on en a discuté. Il y a aussi le troisième aspect, il y en a plusieurs et je vais me limiter au troisième, qui est le plus fréquent aujourd'hui dans certains pays africains, notamment le Cameroun, avec le phénomène de vieillissement d'objets ou des collections ou de reproduction d'objets, qui est un phénomène important qui participe du trafic illicite. Et quand j'étais encore directeur au Musée national à Yaoundé, on a échangé beaucoup plus avec le bureau de Dakar, mais aussi j'ai été contacté à plusieurs reprises par le musée de Quai Branly à travers notre collègue Hélène Joubert, voilà, qui nous a contacté à plusieurs reprises sur ce phénomène-là. Voilà ce qu'on peut dire, ce que je peux dire, parce qu'il y en a plusieurs. Peut-être que mon collègue Roland va certainement énumérer d'autres phénomènes. Je préfère m'arrêter là pour qu'on puisse avancer ensemble. Merci, professeur. J'espère que tout le monde me suit. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Jérôme. Et bonsoir Kadiatou. Bonsoir à tous ceux qui sont en ligne et qui nous suivent. Euh, Tout d'abord, rapidement remercier l'EPA d'avoir associé le bureau régional de Yaoundé, notamment par le biais de Dodé, que j'ai dû remplacer un peu, on va dire, à la dernière minute pour des contraintes. Il s'en excuse, hein, présent des excuses tout le monde. Pour des contraintes vraiment indépendantes de sa volonté, mais liées au service ici. Euh, je vais juste poursuivre ce que le professeur avait déjà commencé comme énumération. Et je commencerai par souscrire totalement au premier élément. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut insister dessus parce que de manière classique, il y a voilà, des formes de trafic qui sont un peu reconnues et qui reviennent dans la littérature, notamment les pillages des sites archéologiques. Euh, Pas seulement du fait des missions de recherche, mais aussi du fait des conflits armés qui créent des véritables no man's land où on a des proto-États, des proto-droits, dans des espaces où on n'a plus de contrôle et où le tout venant, au-delà des missions de recherche, peut venir se servir et piller malheureusement les biens patrimoniaux. Je veux revenir sur l'aspect des communautés parce que malheureusement aujourd'hui, dans notre contexte, la paupérisation de nos conditions de vie, surtout dans les zones rurales, nous avons des cases patrimoniales qui ont beaucoup de richesses culturelles, beaucoup de collections qui sont parfois pluricentenaires. Alors, ce sont les communautés même qui sont les premiers ou les premières à mettre la main sur le patrimoine, sur les biens et à servir malheureusement de premier élément dans la courroie de transmission. Donc, au-delà du fait que certains sont dans voilà, on va dire des réseaux, on a malheureusement cette situation qui fait que on commence au village et on n'a plus besoin d'avoir forcément des sites archéologiques à ciel ouvert où les gens vont se servir.
Donc, je souscris totalement à cet aspect-là. Donc, le pillage des sites archéologiques a déjà été mentionné. Les vols ont été déjà été mentionnés. Peut-être j'ajouterais les trafics à travers des faux documents d'exportation et de contrebande. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de trafiquants exploitent un peu les faiblesses juridiques que nous avons dans la plupart de nos pays. Et donc, ils passent par des faux certificats et des documents d'exportation pour faire sortir des objets de nos pays et même du continent de manière illégale. Et après, ces objets se retrouvent vers des marchés étrangers euh, par d'autres mécanismes de contrebande qui leur permettent d'une manière ou d'une autre de contourner les contrôles des frontières. Autre forme de plus en plus prégnante aujourd'hui, en 2024, nous sommes à l'ère du numérique. Malheureusement, le marché en ligne avec Internet, peut-être qu'avec l'AI, ça va être encore plus complexe. Internet a ouvert de nouvelles voies pour les trafics des biens culturels. Et donc, on a beaucoup d'objets pillés qui sont volés, qui sont vendus sur des plateformes en ligne, sur des réseaux sociaux, sur des sites de vente aux enchères. Et là, on se retrouve vraiment dans un véritable mécanisme de commercialisation internationale qui échappe malheureusement à beaucoup de nos autorités. Peut-être un dernier, dans le contexte de l'Afrique centrale, et je suis certainement aussi de certains pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est lié un peu à des éléments déjà évoqués. Les financements par des conflits, les groupes armés. Kadi l'a dit, le professeur Mohamed l'a dit. Aujourd'hui, c'est le troisième plus grand trafic illicite et malheureusement qui nous plonge dans une espèce de cercle vicieux euh, parce que ce sont ces éléments, c'est des groupes armés qui se financent par voilà, par ce crime, par le pillage des biens culturels. Alors, ils revendent ces objets voilà, pour avoir des ressources, pour s'armer, pour financer des activités et les crimes. Et donc, malheureusement, les biens culturels, tout ce que nous avons dans nos musées, dans nos contrées, dans nos cases et maisons patrimoniales, aux musées ruraux, aux musées locaux, se retrouvent voilà, ciblés, pillés pour financer les activités des groupes armés, des groupes terroristes. Voilà peut-être des éléments voilà, additifs que je voulais ajouter à la contribution que le professeur Mahamat a indiqué tout à l'heure. Merci. Si vous permettez, je voulais ajouter un dernier aspect qui me semblait important. C'est celui lié à l'archéologie préventive. C'est-à-dire, c'est une archéologie qui s'adapte aux grands chantiers. C'est un aspect qui me semble important. Et la plupart de ces chantiers, n'ayant pas cette unité de recherche euh, en urgence qui évolue au fur et à mesure comme il se doit et comme c'est indiqué dans les différents documents de référence. L'absence de ces unités de recherche fait en sorte que ces chantiers, que ce soit des routes, mais aussi des barrages et bien d'autres grands chantiers, au cours de ces travaux-là, c'est une forme qui est très latente, quoi, qui n'est pas très perceptible, mais que je voudrais indiquer à ce niveau. Je vous remercie. Merci, professeur Mahamat Ousmane. Merci, docteur Jean-Roland Onana, pour nous avoir cité plusieurs formes de trafic illicite des biens culturels. Vous avez évoqué les flux archéologiques, les chantiers d'archéologie préventive, les missions de recherche et de nos jours, le développement de l'Internet du numérique qui favorise énormément le trafic des biens culturels. Donc, je vous remercie. Je vois que jusque-là, nous n'avons pas encore de questions en commentaire. Nous allons donc poursuivre avec les questions que je vais continuer à poser. Et nous sommes à notre troisième question. Ah, je vois là qu'il y a une question. Que retenir de la notion de licéité au sens de la Convention de l'UNESCO 1970? En attendant d'y revenir, je m'en vais déjà poser ma troisième question
autour du thème qui nous concerne. Quelle corrélation on peut faire entre coopération internationale en Afrique et lutte contre le trafic illicite des biens culturels? Je répète ma question. Quelle corrélation on peut faire entre coopération internationale en Afrique et lutte contre le trafic illicite des biens culturels? Je vous invite, c'est une question qui s'adresse à vous les trois intervenants. Sentez-vous libre de prendre la parole. C'est une question qui tourne autour même du thème. Quelle action pour la coopération renforcée? Donc, je voudrais que vous nous expliquiez un peu le lien, la corrélation qu'on peut faire entre cette coopération internationale et la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Donc, je vais peut-être démarrer. Ok, merci. Oui. Donc, merci pour cette question. Alors, j'ai juste envie de dire déjà que la coopération, c'est un des trois principes clés de la Convention de 1970 et elle donne des lignes, c'est vraiment une des lignes directrices qui invite les États, justement, les États parties à renforcer la coopération internationale. Et il y a également un certain nombre de résolutions du Conseil des Nations Unies qui revient également sur ces aspects-là. Et en fait, la corrélation, je pense elle est très directe dans le sens où les enjeux du trafic illicite sont transfrontaliers. Donc, la coopération internationale, elle est indispensable, que ce soit en Afrique ou dans d'autres régions du monde, pour pouvoir apporter une réponse idoine. Et en droit international, on l'a déjà dit, c'est une problématique qui a été prise en compte depuis 1970 par l'UNESCO. Donc, ça fait là déjà 54 ans que ce cadre normatif est mis en place. Mais il y a d'autres organisations internationales qui se sont joints à cette lutte. Pour en citer quelques, nous avons UNIDROIT, qui, avec sa convention de 1995 sur les biens culturels volés ou explicitement exportés, complète la convention de l'UNESCO de 1970 en termes de droit privé, à la demande de l'UNESCO, bien sûr, parce que comme vous savez, l'UNESCO est une organisation intergouvernementale et les cadres normatifs que nous mettons en place traitent essentiellement du droit public. Nous avons également, comme je disais, le Conseil de sécurité avec plusieurs résolutions, celle 2199, 2253 de 2015 ou encore celle de 2347 de 2017, qui interpellent justement les États et les organisations à collaborer pour pouvoir répondre de manière efficace à ce fléau. Et bien sûr, il y a d'autres organisations que vous connaissez certainement, Interpol, qui va contribuer justement à apporter la contribution de la police au niveau international et national dans cette lutte, ou encore l'Organisation mondiale des douanes, qui d'ailleurs depuis 2016 a mis en place une résolution du Conseil de coopération douanière concernant spécifiquement le rôle de la douane dans la prévention du trafic illicite des biens culturels. Donc, juste pour dire que l'écosystème, il est assez large, c'est une question qui est vraiment prise en compte par de nombreuses organisations et autant ça va se faire au niveau central ou au niveau des États, enfin, au niveau des organisations internationales, excusez-moi, au niveau multilatéral et autant justement cette coopération va se refléter maintenant au niveau national. C'est pourquoi il est indispensable d'associer la coopération internationale à la coopération au niveau national. Et de toute manière, vous devinez qu'avec la nature et les différents mandats et rôles des organisations internationales qui agissent pour lutter contre le trafic illicite, que ça nous interpelle justement sur la diversité et la multidisciplinarité des acteurs qui vont jouer un rôle essentiel dans la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Donc, ça veut dire très concrètement qu'au niveau national, ça va se décliner ainsi que la collaboration doit se faire entre les douaniers, par exemple, des policiers, des professionnels du patrimoine, qui soient au niveau central, au niveau des directions du patrimoine culturel, ou encore des professionnels, des académiciens qui vont travailler dans les musées ou dans des universités, jusqu'aux derniers maillons de la chaîne qui vont être les acteurs judiciaires. Donc voilà, juste peut-être pour rajouter cet élément qui complète que la coopération, elle est au niveau international, mais elle va se décliner et prendre tout son sens au niveau national, où on va également attendre qu'il y ait une sorte de mécanisme de coordination entre les différents services qui sont vraiment de nature différente, mais qui nous montrent encore une fois que le trafic illicite des biens culturels est une question éclectique et qu'on doit appréhender d'une manière très diverse.
Voilà, je pense que pour le moment, je vais m'arrêter là et laisser les collègues compléter. Merci. Merci, Kadi, d'avoir planté le décor en indiquant les différents acteurs de cet écosystème international qui est impliqué. Et cette question, comme tu l'as dit, elle est adressée depuis euh, 1970 à la suite de la première convention qui est justement d'une manière ou d'une autre liée également à celle-ci parce que celle de la conservation du patrimoine en contexte d'insécurité de 54. Alors, donc, ça, c'est important de dire. Et le lien, il est là parce que ces organisations ont ils sont multilatérales et sont implantés dans plusieurs pays et c'est des différents maillons qui travaillent ensemble pour pouvoir assurer aussi la formation à ces différents acteurs qu'elle l'a indiqué tout à l'heure, aussi bien les institutions culturelles, mais également les institutions de force de maintien de l'ordre, c'est la douane, et mais également la sensibilisation des communautés. Donc, il y a cet aspect-là qui est important et c'est un problème qu'il faut prendre à bras le corps compte tenu du fait de son ampleur, compte tenu du fait que le fait de ne pas s'occuper de ces objets-là qui aujourd'hui euh, ne permettent pas à des communautés de connaître leur réelle histoire et d'en jouir également du point de vue des droits de ces objets-là. Et ça, c'est très important. Je voudrais indiquer que ces institutions devraient logiquement travailler dans la même travailler ensemble. Je me souviens bien en 2017 à Yaoundé, à l'époque 2018, oui, avec le bureau régional, nous avons organisé une rencontre au Musée national justement avec les 10 pays de l'Afrique centrale, avec les chefs traditionnels, en tout cas tous les acteurs qui sont impliqués pour limiter avec Interpol justement à Yaoundé qui était représenté également. Donc, pour dire que c'est une question qui devient de plus en plus cruciale du point de vue de l'intérêt que cela représente sur le plan de l'économie pour ce qui concerne tout ce qu'il y a comme marché de l'art officiel qui existe, mais également pour des questions de de guerre et tout ce que cela anime comme retombée. Donc voilà, d'une manière ou d'une autre, il faut ce lien, il existe et je pense qu'il est temps de renforcer davantage, mutualiser, je vais dire, les efforts pour qu'on puisse adresser de la plus belle des manières la réponse à ces fléaux. Voilà ce que je peux dire. Merci pour compléter. Alors, je pense qu'il y a deux aspects, peut-être en complément. Du point de vue de la coopération internationale, j'ai envie de dire surtout la coopération intra-africaine sont des éléments fondamentaux pour avancer véritablement dans ce trafic et ces crimes qui se relèvent hyper transfrontaliers. Il y a d'abord la coopération politique. Le professeur Mahmoud vient de parler d'un aspect technique, d'une réflexion au niveau de la sous-région. Je peux prendre par exemple le cas voilà, d'une initiative récente d'un ensemble de ministres, de 10 ministres de la Culture au niveau de l'Afrique centrale en 2022, voilà, qui sont allés au-delà de ce que les techniciens proposent comme démarche à suivre en amont et en aval de tout ce que nous avons comme préoccupation autour du trafic illicite des biens culturels et qui sont ressortis avec une déclaration politique. Je pense qu'il y a aussi cette coopération politique qu'il faut mettre en évidence. Et contrairement à ce qu'on craint souvent, parce que le plus souvent, c'est une réalité, hein. On a euh, des, des engagements codifiés qui sont disponibles, qui engagent les États et après, peut-être pas de point de vigilance ou pas de point de suivi. On a la chance d'avoir, par exemple, un certain nombre de pays, comme le Gabon,
qui, au cours de cette année, ont décidé de se plancher à niveau ce que les ministres au niveau de la sous-région se sont donnés comme engagement et voilà, d'avoir une feuille de route, une stratégie au niveau national. C'est vrai que ça rentre aussi dans le cadre de la dynamique politique actuelle, mais ils ont réussi à prendre cela en compte et à avoir un plan d'action au niveau national. Ça rejoint ce que Kadi disait tout à l'heure sur voilà, les éléments de coopération internationale qui ont un ancrage ou qui ont après une interprétation au niveau national. La deuxième chose sur le plan de la coopération inter-État, ben là, c'est pas peut-être euh, quelque chose qui se fait, mais c'est une interpellation peut-être pour les pays africains. Il y a nous avons beaucoup de voix, beaucoup de démarches, beaucoup de dynamiques voilà, qui vont vers, voilà, au-delà du continent, vers l'Occident, vers les Amériques, vers l'Europe, voilà, pour euh, décrier un certain nombre d'objets qui sont, voilà, on les veut, on veut le retour, parce qu'ils sont partis par des voies illicites qui ont été déjà soulevées. Mais il arrive souvent que même au niveau du continent, et je pense que c'est une expérience qui a été partagée par une ministre, dont je ne vais pas indiquer le nom, lors de la célébration du cinquantenaire de la Convention en 2020, lors d'une réflexion vraiment intra-africaine qui indiquait que parfois il y a des objets qui sont, on va dire, interceptés par un État à l'intérieur du continent, par des services compétents. Et lorsqu'on se retourne vers le pays d'origine, la réactivité voilà, n'est pas celle qui est attendue. Donc, il y a des aspects aussi à ce niveau, au-delà de ce qui est prévu, de ce qui doit être bien fait. Il y a aussi des points d'amélioration, mais qui appellent ou qui interpellent à renforcer la coopération euh, intra-africaine à ce niveau. Et je voudrais chuter par un aspect aussi de coopération qu'il faut saluer. On a parlé des éléments voilà, des limites qu'on a autour de la lutte contre le trafic illicite, notamment les questions de renforcement de capacité. Et je pense qu'il faut saluer le travail qui est fait par l'École du patrimoine africain en synergie avec un certain nombre d'États et avec un certain nombre d'entités, notamment l'UNESCO. Je regarde Kadidiatou. Il y a un travail qui est fait à ce niveau pour renforcer, pour travailler en amont, pour renforcer les compétences d'un certain nombre d'acteurs qui travaillent au niveau des ministères de la culture de nos pays et d'autres acteurs qui gravitent autour de cette problématique et qui ont besoin voilà, de cette formation et de cette coopération renforcée autour de la formation avec une démarche et une dynamique, une réflexion qui est proprement africano-africaine. Voilà, merci. Merci à vous trois aussi pour ces interventions. La corrélation, le lien entre trafic illicite et coopération internationale est évident au vu des plans d'action communs mis en œuvre, au vu des organisations internationales qui existent, Interpol, UNESCO, la douane et autres, et les conventions, le Conseil de sécurité également, les conventions du NIDROIT 1970, la Convention du NIDROIT 1995, la Convention de l'UNESCO 1970, autant d'actions qui existent et les actions de renforcement de capacité que l'EPA et l'UNESCO organisent de temps en temps pour favoriser aussi la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. En ce qui concerne les questions qui existaient déjà en commentaire, la première question qui était celle de savoir que retenir de la notion de licéité au sens de la Convention de l'UNESCO 1970. Kadiatou a répondu, Madame Kadiatou a répondu, c'est le caractère licite qui est mis en jeu là. Il s'agit d'un caractère autorisé par la loi, c'est ce qu'elle voudrait dire. C'est l'explication qu'elle a donnée à la question. Une autre question a rapport avec le numérique. Le numérique, ça permet l'explosion du trafic à l'international, mais le numérique ne peut-il pas aussi contribuer à la lutte contre le trafic des biens? Je ne sais pas si Dr Onana voudrait répondre à cette question, comme c'est lui qui a abordé la question du numérique. Oui, très rapidement, Est-ce que le numérique n'est oui, il faut répondre par l'affirmative. Le numérique est aussi une opportunité et je pense qu'un certain nombre d'acteurs qui travaillent en coalition disposent aujourd'hui d'un certain nombre de plateformes
numériques pour pouvoir réguler un peu cette problématique, soit par des biais de dénonciation ou par des interpellations à travers des objets qui ont été soit volés et signalés ou voilà, qui concernent des communautés. Mais cela n'est pas possible si en amont, il y a un travail qui doit être fait en amont. Je parle sous le contrôle du professeur Mahamat, qui est un ancien directeur du Musée national. Il faut anticiper, il faut faire des inventaires nécessaires, et y compris des inventaires numériques. Donc, si on n'a pas ces ressources clairement identifiées selon les normes que nous connaissons dans le cadre de la gestion des musées des collections, il est difficile après de, de s'appuyer sur la ressource du numérique. Donc, ça doit commencer déjà au niveau préventif, au niveau de la gestion normale d'un musée aujourd'hui, d'intégrer la dimension du numérique, numériser, avoir des bases de données claires, clairement identifiées avec des photos qui sont de bonnes normes et de bonnes résolutions. Et après, il est très facile d'entrer dans une dynamique de coopération numérique internationale avec des entités qui disposent de bases de données numériques pour essayer de retracer ou d'alerter sur un objet qui est volé ou qui est porté disparu ou qu'on ne retrouve pas. Voilà, un élément de réponse. Ok, merci à vous. J'avais une autre question qui avait rapport avec la coopération internationale que vous avez déjà expliqué. J'allais vous demander, dans le cadre du renforcement de cette coopération internationale en lien avec la lutte contre le trafic illicite, comment est-ce que les services collaborent? En attendant d'y revenir, parce que vous les trois, vous les avez déjà abordés brièvement au travers de la question liée à la corrélation. En attendant d'y revenir, je vais inviter les participants à lever leurs mains pour prendre la parole, poser les questions ouvertement. Merci. Est-ce qu'il y a des participants qui voudraient intervenir? Ils pourraient déjà lever les mains afin que la parole leur soit accordée. Il y a déjà une main levée. Julie Brunel, vous avez la parole. Ok, bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre présentation. Enfin, ce n'est que le début. Je voulais savoir quel était l'impact du désengagement, du désinvestissement des polices quand elles sont en coopération. Alors, je prends l'exemple belge. Bon, il y a beaucoup de coopération avec via Enabel, mais par exemple en 2022, la cellule Art et Antiquité a été donc démantelée. Mais ça ne veut pas dire que la direction générale judiciaire policière belge arrête son travail, hein, c'est juste un autre niveau, c'est peut-être un peu plus sous les radars, mais cependant officiellement en termes de communication, c'est quelque chose qui ne peut plus être relayé. À quel point est-ce que ça vous impacte? J'ai un cas précis hein, sur le Bénin, par exemple, où la police belge est très présente. Est-ce que vous pouvez encore compter sur elle en sachant qu'au niveau bruxellois, enfin en tout cas belge, elle est officiellement désactivée? Merci. Euh, Honnêtement, j'avoue que je ne connais pas l'existence de cette institution et qui travaille en collaboration avec certains pays africains. Nous n'avons pas connaissance de cette institution, mais par ailleurs, je voudrais indiquer que la coopération, qu'elle soit bilatérale ou multilatérale, elle est importante entre les institutions parce que je suis persuadé, ne connaissant pas comment est-ce que cette coopération s'opérait entre la Belgique et le Bénin. Mais par contre, pour ce que je connais au Cameroun, les échanges que nous avions à l'époque avec le bureau de Dakar, qui nous a été saisi qui a saisi le musée national à plusieurs reprises pour avoir donner un avis sur l'authenticité des objets, ou alors le musée du Quai Branly qui reçoit aussi des objets à partir de Charles de Gaulle et d'autres entrées en France où
Hélène Joubert nous contactait régulièrement pour avoir l'authenticité et c'était important pour la simple raison que ça nous permet déjà aussi d'identifier le bassin à partir duquel ces objets partent du Cameroun ou d'autres pays d'Afrique, mais aussi à travers ces échanges, nous avons compris que le phénomène de vieillissement d'objets, il est très dense et la plupart de ces objets étant des copies et ne représentaient pas un danger réel, nous permet d'échanger avec ces services, mais aussi c'est que on en a relevé, Jean Roland a indiqué, ces documents qui sont fabriqués avec signés parfois du Musée national par des noms qui n'existent pas ou par du directeur du patrimoine. Et c'est très important, ça permet de leur donner assez d'informations pour savoir que c'est des objets qui sont illicitement exportés, même si ce ne sont pas des objets d'art au sens défini par notre collègue Kadi. Donc, c'est ça, pour moi, l'intérêt que je vois et qui, je suis persuadé que le fait que cette structure soit désactivée ou ne fonctionne plus aurait un impact réel sur les échanges entre le Bénin et la Belgique. Merci. Peut-être pour compléter le professeur, je pense que c'est aussi intéressant de voir qu'il y a pas mal de choses qui ont bougé quand même au niveau du continent, même si les efforts sont continus et mes collègues du Bénin pourront compléter, mais le Bénin a justement mis en place une unité spéciale policière dédiée à la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Donc c'est un exemple de dispositif qui peut être pris au niveau national et qui va renforcer le rôle justement des agents des forces de l'ordre et de sécurité à pleinement jouer ce rôle. Et ceci est quand lorsque c'est appuyé justement à un cadre légal qui offre également un cadre juridique où les uns et les autres peuvent prendre action, c'est encore mieux. Et les actions que nous allons prendre sont efficaces. Donc, je pense que c'est un élément important à mentionner parce que de plus en plus de pays, même s'ils n'ont pas les moyens de mettre en place des unités spéciales au niveau national, de plus en plus mettent des points focaux, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 10 ans ou il y a 15 ans lorsqu'on commençait des actions de renforcement des capacités au niveau des pays. Donc, je pense que c'est vraiment ce genre d'exemple qui est bien de mettre en avant. Après, il est toujours envisageable d'imaginer des modèles de coopération entre les polices de différents pays, hein. Même au niveau en termes d'échanges entre pairs. Par exemple, on sait qu'il y a des pays qui sont très avancés sur ces questions, notamment avec des unités spéciales comme les Carabinieri. Donc, c'est des choses également que l'UNESCO ou d'autres partenaires, en tant que plateforme de coopération, mettent également en avant comment des pays peuvent justement faire du partage d'expériences entre pairs, que ça soit entre des douaniers ou entre des policiers ou entre professionnels du patrimoine. Donc la machine est vraiment en route. Je pense que les choses étaient un peu plus timides il y a quelques années, mais là on voit vraiment des réelles actions qui sont prises au niveau national et ça permet encore plus de rendre pertinents justement ces instruments de droit international tels que les conventions qui ont besoin d'être adaptés au niveau national, sans quoi il serait difficile de prendre des actions concrètes au niveau des pays. Et je pense que le participant qui posait la question sur le numérique a soulevé également cet aspect-là de dire que les conventions datent d'il y a 50 ans, mais comment est-ce qu'on prend en compte des enjeux qui sont beaucoup plus, allez, modernes, on va dire, ou contemporains? Ben justement, c'est ça, en fait. Des conventions sont pas faites juste pour être ratifiées. Une fois qu'elles sont ratifiées, elles ont besoin d'être adaptées au niveau national avec des cadres légaux nationaux forts qui, eux, vont permettre justement, avec des textes d'application, de prendre en compte des aspects qui sont beaucoup plus contemporains et qui répondent aux besoins de nos sociétés. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut le prendre, comme une construction et des choses qui se complètent et pas nécessairement allez, des cadres qui vont répondre à tous les besoins des pays. C'est vraiment des choses qu'il faut mettre en musique pour pouvoir avoir l'effet escompté. Voilà, merci. Il y a une autre main levée, Prudence. Monsieur le président Daoudeko, vous avez la parole. Oui, bonsoir aux panélistes. Félicitations pour les éléments de réponse que vous nous avez donnés. Ça nous édifie davantage sur la question du trafic illicite des biens culturels
Lorsqu'on parle de trafic illicite des biens culturels, je me dis, on ne peut pas faire un trafic, on ne peut pas, non, on peut pas faire une lutte efficace contre le trafic des biens culturels sans avoir un organe répressif de qualité. Il faut d'abord qu'un organe répressif existe pour véritablement effectuer la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Par exemple, lorsqu'il s'agit des, le trafic d'enfants, il y a dans pas mal de pays la brigade des mineurs. Et donc, et lorsqu'il s'agit de la drogue, il y a la douane qui est là, qui est outillée, qui comprend le phénomène et qui a les éléments nécessaires pour véritablement lutter contre le trafic de la drogue. Mais on constate que dans la plupart de nos pays, il y a pas cet organe répressif bien outillé pour faire cette lutte-là. Imaginez on mette la main sur un trafiquant qui se retrouve devant un magistrat, lequel magistrat, c'est vrai, il est magistrat dans son domaine, il a les notions classiques et autres, mais la notion d'objet d'art, de bien culturel, il est étranger à ça. Est-ce qu'il va véritablement faire son office et appliquer la règle de droit qui s'impose? Et donc, c'est vrai que le Bénin a fait un pas. Nous sommes dans les diligences nécessaires pour que le contingent, l'unité spéciale de protection des biens culturels, ça va être Bon, apparemment, il a perdu un peu la connexion. En attendant qu'il revienne, nous allons poursuivre. J'avais déjà énoncé la question. Je la reprends à nouveau. Dans le cadre du renforcement de cette coopération internationale qui est en train d'être débattue, en lien avec la lutte contre le trafic illicite des biens culturels, comment est-ce que les services collaborent? Madame Kadiatou, vous voudriez bien prendre la parole? Oui, merci Jérôme. Alors, je pense qu'on a un peu commencé à donner des éléments de réponse par rapport à cela. Comme Bien on le disait cela. Comme on le disait tantôt, autant on dit que c'est un trafic qui est organisé et justement qui va avoir où il y a un certain nombre d'acteurs qui vont jouer dans cette chaîne de trafic. De la même manière, il y a une chaîne vertueuse des acteurs qui contribuent justement à lutter contre ce trafic illicite des biens culturels. Et pour en citer quelques-uns, ça va commencer depuis le professionnel du patrimoine qui peut avoir plusieurs casquettes, hein. Vous avez certains acteurs qui vont travailler dans la fonction publique, qui sont les directeurs du patrimoine. Par exemple, dans la plupart des pays, en tout cas de l'Afrique, il me semble, peut-être à l'exception de quelques comme le Mali, les certificats d'exportation vont être signés et certifiés par les directeurs du patrimoine. Donc ça veut dire que c'est l'institution, enfin l'État en soi, qui joue ce rôle de garant. Vous allez également avoir des professionnels tels que les académiciens qui, eux, vont jouer un rôle notamment sur les questions d'expertise d'art et qui vont pouvoir jouer un rôle fondamental dans les enquêtes de provenance. Parce que être un directeur du patrimoine ou travailler au sein de la direction du patrimoine ne veut pas forcément dire que nous avons une expertise en matière, ce qui est tout à fait normal, hein, que nous avons une expertise en matière d'art et qui nous permet de dire si, par exemple, un objet est saisi, s'il s'agit vraiment d'un objet protégé ou est-ce qu'il s'agit d'infos. Parce que tout ça, ça rentre justement dans la chaîne de trafic illicite. Nous avons également, comment je voulais dire, les forces de l'ordre et de sécurité qui sont de plus en plus sensibilisées sur la question. Je pense que c'est très important de le soulever. Autant la chaîne d'acteurs sur certains types de trafics qui sont beaucoup plus documentés, tels que le trafic d'êtres humains ou le trafic de drogue ou le trafic de médicaments. Je pense que c'est important de dire que nous n'en sommes pas encore là avec le trafic illicite des biens culturels et c'est des choses qui sont en train de se construire au fil des années. Euh,
Et ça ne veut pas nécessairement dire que les enjeux sont moins importants, mais c'est juste que c'est la réalité des choses. Donc, c'est important de mettre également, de mettre un peu, de nuancer un peu ces aspects-là. Et dans la chaîne des acteurs, nous allons également avoir, comme je disais, les forces de l'ordre et de sécurité qui sont de plus en plus formées. Je le répète, il y a 10 ans, je me rappelle que lorsqu'on faisait nos premières actions de renforcement de capacité avec les douaniers en collaboration avec l'Organisation mondiale des douanes, il est arrivé que certains participants, par exemple, ne savent pas du tout qu'est-ce qu'on entend par bien culturel, qui vont vous demander, est-ce que, par exemple, un avion, c'est un bien culturel? Donc, c'est vraiment important de dire que c'est vraiment un travail de fond qui s'est fait au long de ces années pour pouvoir les sensibiliser sur ces aspects-là. Et c'est à travers le renforcement de capacité qu'on apprend et qu'on sait et on joue pleinement notre rôle. Aujourd'hui, croyez-moi, par exemple, si on prend le cas du Sénégal, euh, il y a un point focal, par exemple, au niveau de l'aéroport, qui maintenant joue ce rôle et qui a un droit de regard et qui va jouer pleinement ce rôle sur quand il y a un objet qui est saisi, il va automatiquement appeler un collègue de la direction du patrimoine culturel ou du musée de l'IFAN pour pouvoir justement prendre action. Et c'est ce type de coopération, même si aujourd'hui il y a des mécanismes ont besoin d'être renforcés, il est tout à fait possible, à travers l'engagement de chaque individu à son niveau et à son poste, d'avoir une sorte de système ad hoc. Donc, je pense que les choses sont en train de se construire et c'est vraiment sur le terrain ce type de collaboration qui est alloué et qui fonctionne. Et, euh, et le policier également va avoir son rôle à jouer, notamment en collaboration avec la douane et jusqu'à ce que ça arrive, si jamais il y a comment dire, il y a un cas précis de fraude qui est là, cela va aboutir bien évidemment jusqu'au maillon dernier qui est l'acteur judiciaire. Et c'est là également, il faut le dire, il y a encore beaucoup plus de travail à faire sur comment sensibiliser justement les judiciaires sur ces aspects-là pour que des actions fortes puissent être prises. Et encore une fois, pour ce faire, il faut qu'il y ait un cadre légal qui permette de prendre action. Parce que tout à l'heure, on parlait de licéité ou pas. C'est pourquoi c'est important justement de noter l'aspect fondamental d'avoir des cadres légaux qui dit, il stipule quels sont les objets qui sont protégés pour un pays X, qu'est-ce qui est considéré comme étant patrimoine et qu'est-ce qui est considéré comme ayant une protection de la part de l'État et de la loi d'un pays X. C'est important parce que sans cela, il est difficile de pouvoir prendre action. Donc voilà un peu des exemples très terre à terre, mais c'est un peu ça la réalité du terrain. Aujourd'hui, si par exemple un objet est saisi au niveau de la douane d'un pays X, si le douanier n'est pas sensibilisé sur ce qui est un bien culturel, ben, la personne qui voyage, elle va tout simplement continuer son trajet avec l'objet qu'elle a. C'est aussi simple que cela. De plus en plus, c'est des choses qui n'arrivent pas et c'est également une de ces actions dans le cadre de renforcement des capacités avec les forces de l'ordre où nous avons développé avec l'École du patrimoine africain et beaucoup d'autres partenaires des outils très pratiques qui permettent aux douaniers de pouvoir s'informer et d'avoir des informations pratiques sur ce qui est un bien culturel et lorsqu'il saisit un bien, quelle est la procédure qu'il doit suivre selon ce pays, quels sont les premiers réflexes qu'il doit avoir, etc., etc. Et juste pour dire que de la même manière que ça va se faire au niveau national, si par exemple c'est un objet où le voyageur vient par exemple, je sais pas, il est au Cameroun et il vient par exemple du Mali, ben, cela aussi va interpeller les collègues du Cameroun à prendre attache avec leur homologue au niveau du Mali, du pays techniquement qui est supposé être du provenance. Donc voilà encore une autre forme de collaboration que cela met en jeu. Et on le disait tantôt, c'est des enjeux transfrontaliers qui ont besoin d'une coopération aussi bien au niveau national qu'au niveau sous-régional. Et là, c'est aux États justement de mettre en place des façons de travailler qui vont leur permettre de répondre vite. Parce que pour que vous sachiez, pour certains pays, par exemple, le douanier, au bout de 72 heures pour certains pays, il ne peut plus retenir les objets. Il est obligé de prendre action et de les évacuer. Donc, c'est pour montrer également que des fois, pour certains pays, il y a cet aspect de justesse et de temps qui nécessite justement une coopération rapide et efficace. Donc, au fur et à mesure, je pense que ces aspects vont être davantage renforcés à travers des mécanismes, je l'espère en tout cas au niveau des pays, mais c'est ces genres d'actions que nous essayons d'impulser, d'avoir des mécanismes de coopération et de concertation qui sont vite efficaces, qui sont rapides, efficaces et qui permettent de prendre action au niveau national, entre les différents services, mais également au niveau sous-régional et même international. Et je peux dire qu'il y a quand même des cas de réussite
où il y a eu plusieurs pays qui ont reporté ou qui ont justement empêché certains objets de voyager. C'est le cas du Niger, c'est le cas du Burkina. Il y a plein d'autres exemples que nous pouvons citer qui font justement qui sont le résultat de toutes ces années de renforcement de capacité. Et voilà, la machine, elle est en route et on essaie d'appuyer tant que du mieux qu'on peut les États dans ces efforts au niveau national et régional. Mais je pense qu'après, on pourra notamment parler des perspectives et qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci, Madame Kadiatou. Vous avez amplement développé cette partie. Comment est-ce que les services collaborent? Est-ce que le professeur Mahamat voudrait renchérir ou docteur Jean-Roland Onana? Oui, je Juste voudrais un juste... Oui, allez-y, je t'en prie. Allez-y. aspect hein, mais qui relève toujours de la coopération entre les entités les unités de police. Je pense qu'un élément de coopération internationale qu'on a aujourd'hui et qui est facilité par la coopération avec Interpol, l'UNESCO et l'OMD, c'est la question des échanges d'informations et d'intelligence. Et dans cette collaboration entre ces entités, il y a, il y a une circulation ou une facilitation des échanges d'informations entre les services des différents pays pour essayer de suivre les biens culturels volés. Et donc, il y a l'avantage que ces organisations gèrent des bases de données où on a des objets volés qui sont clairement répertoriés et qui permettent d'alerter soit les pays, soit les entités, les acteurs sur les objets qui ont été volés et qui seraient en circulation. Juste cet élément de partage d'échange d'informations et d'intelligence entre les unités de police, qu'elles soient spécialisées ou qu'elles collaborent dans le cadre d'Interpol en concertation avec l'UNESCO ou d'autres acteurs, ou qu'on ait des unités spécialisées, comme on a déjà dans le cas de certains pays, comme l'a signalé Kadi. Merci. Oui. Professeur Mahamat? Oui, moi je voudrais relever un aspect, juste pour compléter ce que les collègues viennent de dire, c'est la nécessité donc des collaborations entre les acteurs et surtout de pouvoir permettre à ces derniers de faire la distinction entre un objet d'art et un objet d'artisanat, par exemple. C'était l'une des préoccupations majeures de l'atelier qu'on a organisé à Yaoundé, parce que l'artisanat aussi, c'est un pôle économique majeur qu'il faut pouvoir développer. Et parfois, certains objets d'artisanat qui sont interceptés à l'aéroport, ça et là, et ça ne permet pas aux différents centres artisanaux de pouvoir mettre à disposition des touristes ou d'autres voyageurs des objets, des souvenirs de voyage, je vais le dire comme ça. Donc, c'est important que ces acteurs-là soient sensibilisés et capacités sur à ce niveau-là pour permettre à ce que l'artisanat fonctionne, qui est un aspect important de l'économie culturelle. Et donc, c'est ça tout le challenge. Et justement, il faut pouvoir renforcer ces institutions de production d'objets d'artisanat avec des documents juridiques bien précis qui permettent aux policiers ou aux gendarmes à l'aéroport d'identifier et de pouvoir contacter rapidement l'espace de vente de ces objets-là. Donc, c'est très important que ces différents acteurs sachent la différence entre un objet d'art et un objet d'artisanat et qui sont les différents acteurs. Pour chuter à ce niveau-là, la nécessité de mettre en place une plateforme entre les différents acteurs pour que l'information puisse circuler très rapidement. Et ça, aujourd'hui, c'est possible avec... et là, je rejoins la question de ce que notre ami a demandé par rapport à comment est-ce que ces outils-là peuvent permettre de informatique et d'autres peuvent nous permettre aussi de contribuer à la circulation de l'information dans le temps pour qu'on puisse faciliter ou alors intercepter un objet
un objet d'art ou d'artisanat en fonction de ce qu'on a en face de soi, quoi. Voilà ce que je peux dire à ce niveau-là. Et évidemment, je pourrais peut-être indiquer simplement que ces actions menées par les différents acteurs sont vraiment ne portent pas assez de fruits encore parce que nous n'avons pas le système, disons que les plateformes n'existent pas, la collaboration n'est pas fluide et nous pensons que c'est le lieu d'interpeller les États qui peuvent d'abord faire des efforts à leur niveau pour sensibiliser déjà les communautés détentrices, pour sensibiliser et pouvoir identifier les différents réseaux de trafic d'objets et de faire un effort au niveau national parce que j'ai comme l'impression que dans la plupart d'un bon nombre de pays, il n'y a pas des efforts assez, c'est pas assez quoi. Le travail à ce niveau-là n'est pas, l'État n'émet pas suffisamment de ressources et n'organise pas des structures comme notre ami du Bénin l'a évoqué tout à l'heure, des unités spéciales pour pouvoir traquer ces objets-là. Donc, il faut qu'il y ait cet effort-là et à encourager aussi du point de vue du cadre juridique, il est à renforcer comment dire, les lois d'application dans les États ne sont pas très perceptibles. Vous voyez, aujourd'hui, si vous allez dans certains pays de l'Afrique centrale, je doute qu'il y ait un cadre spécifique lié à cette convention. Je crois que beaucoup plus dans certains textes juridiques, c'est davantage lié à la convention peut-être de 72, la convention de 2003, mais la convention liée au trafic illicite n'est pas prise en considération. Donc, ces efforts, on peut les densifier pour accompagner donc l'effort, n'est-ce pas, de ces acteurs de la coopération internationale. Voilà ce que je voulais compléter et peut-être le débat, quoi. Merci, professeur. Vous avez déjà commencé à aborder les outils, les dispositifs qui existent, mais je vais y revenir. Il y a des mains qui sont levées et il y a également des questions par rapport aux outils et dispositifs dans les commentaires. Mais dans vos propos de tout à l'heure, vous avez abordé la notion d'objet d'art et d'objet d'artisanat. Il y a une question qui est revenue là-dessus. Quelle est la différence qu'on peut faire entre ces deux notions, objet d'art et objet d'artisanat? Si vous pouvez clarifier cela en 1 ou 2 minutes rapidement afin qu'on puisse revenir sur les dispositifs, ce serait bien. Merci. Un objet d'art, comme l'a défini Kadi, c'est un objet unique. Il est produit pour des besoins religieux ou bien culturels. Et un objet d'artisanat, c'est une production en série, c'est-à-dire qu'on peut avoir le même objet, on peut le fabriquer en 10 copies à la fois. Et l'objet d'art est un objet qui est chargé du point de vue symbolique et qui participe à des rituels et qui fait partie, n'est-ce pas, de tous les dispositifs culturels d'une communauté ou bien d'un groupe de personnes. Alors que l'objet d'artisanat, non seulement l'objet est produit en série, mais il n'y a pas un attachement symbolique à cet objet-là. Il n'y a pas un lien historique. Il y a certes un lien historique du point de vue des savoir-faire eux-mêmes, mais pas de l'objet produit. Voilà ce que je peux dire très rapidement de la différence qu'on peut faire entre un objet d'art et qui est chargé. Un objet d'art, il est chargé, alors qu'un objet d'artisanat n'a pas on n'attache pas une affection particulière à ça. OK, merci. Il y a une question déjà directement. Comment est-ce que les douaniers ont accès directement aux bases de données d'Interpol sur les biens volés? Donc, cette question pourrait nous aider à déboucher plus largement sur les outils et les dispositifs qui existent. Parce qu'il y a une autre question qui aborde déjà les listes rouges. Est-ce que quelqu'un d'entre vous
pourrait intervenir par rapport aux outils et dispositifs qui existent, les bases de données, les listes rouges et autres. Pour Europol, je ne pourrais me prononcer, mais Interpol, les officiers, les policiers ont, parce que Interpol, c'est une organisation internationale, ils ont bien accès à Interpol, à la base de données, pardon. Je pense que c'est également important de dire qu'Interpol a mis également en place une application mobile qui s'appelle ID Art et qui est d'ailleurs téléchargeablement gratuite, qui est gratuitement téléchargeable par tous. Donc, vous pouvez également y avoir accès. Elle est également utilisable par les professionnels du patrimoine qui peuvent d'ailleurs comment dire, signaler des cas de vol. Donc oui, ils y ont accès et je sais qu'ils sont formés de manière continuelle, que ça soit Interpol pour les policiers ou les douaniers qui ont également leur base de données en interne et qui leur permettent justement de communiquer entre eux au niveau des différents pays et de reporter des cas, des cas de saisie ou autres points importants. Donc oui, ça me semble. Je pense que Kadia a dit l'essentiel, hein. Je ne vais pas revenir, c'est des éléments qui sont dans la trame de coopération entre les entités au niveau international et le lien avec les acteurs de police et de douane au niveau national, que ce soit avec Interpol ou avec l'OMD. Après, peut-être, excuse-moi, Jérôme, peut-être compléter la question, c'est de dire que tout à l'heure, Jean-Roland l'a mentionné. Pour pouvoir, par exemple, avoir des informations sur des objets ou même remplir ou compléter, par exemple, des certaines bases de données, il faut déjà avoir fait un inventaire des objets, dont un inventaire numérique. Et la plupart, d'ailleurs, de ces plateformes, allez, ont un certain nombre de critères requis tels que des normes telles que le Object ID, telles que c'est normalisé ou standardisé, par exemple, au niveau grâce à ICOM. Donc, c'est de dire que c'est un travail également qui est lié à un autre maillon de la chaîne, qui est tout le travail qui est fait par les musées et également les professionnels du patrimoine. Donc, juste pour dire que c'est lié, et c'est important de le voir vraiment comme une chaîne, quoi. Donc, sans ces informations, par exemple, si les photos de ces objets des inventaires sont pas disponibles, ça va être difficile en cas de vol, par exemple, de signaler. C'est Ok. aussi simple que ça. Merci beaucoup pour cet apport. C'est très intéressant déjà de le signaler, de le dire. Il faut un inventaire numérique tel bien, avec appui leur image pour pouvoir dénoncer. Je vais revenir encore sur une question de dispositif, mais en attendant, j'accorde la parole à Comment Paco, qui a levé la main depuis un bon moment. Comment Paco, vous avez... Oui, bonsoir ou bonjour tout le monde, selon là où vous êtes. Euh, je suis comme là, pas comme là. Donc, merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole chère de ce webinaire. Je remercie les différents intervenants pour la qualité des arguments avancés par rapport à chaque question et par rapport aussi au traitement de la thématique. J'aimerais voilà, vous inviter à réfléchir un peu avec nous sur la question de la prescriptibilité du droit de réclamer. Vous savez que quand nous lisons un peu la Convention unie du droit de 95, il y a certains délais dans lesquels vous êtes, une fois le bien identifié, vous avez la possibilité de réclamer. Parfois, c'est 30 ans, oui, c'est 50 ans ou 75 ans. Et après, ce n'est plus possible aussi, parce qu'il faut le délai de prescription. Je me demande si, à l'état actuel, en 2025, nous aurons 30 ans pour la Convention 95, s'il n'est pas important, à mon avis, de revoir cette disposition pour rendre parfois imprescriptible la question du délai, puisque les événements qui ont vraiment facilité l'envoi des biens ou les biens qui sont tombés dans le trafic des sites
ont lieu dans une période relativement de 150 ans, 130 ans, etc. Quand je prends par exemple le cas du Bénin, où le royaume de Dahomey a été voilà, soumis et assiégé par le général Dolé et sa troupe, ça remonte autour de 132 ans. Et nous avons 115 ans pour réclamer. Vous voyez un peu déjà la difficulté pour pouvoir réellement rester euh, pour réclamer cette droits-là. Je me demande si peut-être qu'il faut pas Monsieur revisiter. Capom, allez-y vite, s'il vous plaît. Oui, je vais finir, j'en finis déjà. Je vous demande si on ne va pas revisiter ces différentes conventions pour revoir ces dispositions qui nous donnent le mouton, maintient la corde et nous empêche réellement de jouir de nos droits. Merci beaucoup. Je voulais juste donner un avis par rapport à l'orientation de l'aîné. Je crois en 2021, la formation de cette convention-là organisée par l'EPA et l'UNESCO où nous avons pris part, ça a fait l'objet vraiment d'un grand débat et la plupart des observations qui ont été faites, c'est que on a comme le sentiment, je dis bien entre guillemets, que cette convention n'est pas au service de l'Afrique parce que voilà, c'est fait très loin de l'Afrique, mais aussi parce que nous-mêmes, nous ne prenons pas d'initiative pour faire des propositions assez sérieuses et inviter les gens à la table de discussion. Donc, moi, je pense que au regard aussi de l'évolution des questions du patrimoine, de l'intérêt que les États accordent de plus en plus aux objets d'art, il est temps pour qu'on puisse vraiment faire des rencontres, des débats, des échanges pour aboutir à quelque chose qui soit favorable aux pays africains qui, en réalité, sont des pays, à part les pays asiatiques, sont les pays qui, aujourd'hui, connaissent ce phénomène-là à un niveau plus élevé. Donc, je crois que c'est une invitation qu'on pourrait mettre comme recommandation, si vous le voulez bien, pour qu'on puisse évoluer dans le combat de ce point de vue-là. Je crois que c'est ce que je voulais faire comme commentaire par rapport à la question de comme là. Okay. Merci. Pour revenir au dispositif et aux outils, on a cité les bases de données, on a parlé de IDR. Je voudrais savoir, bon, ça s'adresse à vous tous, hein, et pour dénoncer le trafic en lui-même, quel autre outil est accessible pour n'importe quel acteur? Et comment s'y faire, comment s'y prendre pour n'importe quel acteur lambda qui existe? Comment est-ce qu'il peut dénoncer le trafic illicite lorsqu'il le constate dans son milieu? Peut-être rapidement, juste un petit commentaire sur la suggestion du professeur Mohamed, pour signaler que je pense dans la logique hein, de cette réflexion africano-africaine sur les nouvelles formes de coopération, je pense qu'il y a déjà en janvier une réflexion régionale qui se dessine à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine, sous l'égide de l'UNESCO, de l'Union africaine, avec un ensemble d'acteurs hein, politiques et acteurs du patrimoine sur justement les nouvelles formes de coopération pour avancer vers des questions de retour et restitution des biens culturels. Je pense que ce serait bien de le noter. En plus de la recommandation, je pense qu'il y a déjà quelque chose dans le pipe. Alors, les niveaux d'énonciation, je pense qu'ils commencent au niveau national. Déjà, je pense qu'on commencerait par les entités tutélaires et régaliennes qui s'occupent des questions de culture et de patrimoine, notamment les ministères des Arts et de la Culture. Alors, évidemment, cela dépend du niveau d'appropriation et du niveau de considération que chaque pays et chaque ministère donne à la question. Vous avez des ministères où vous avez toute une unité, des ministères où vous avez qu'un point focal. Mais la porte d'entrée, la première, normalement, est cette
celle du ministère de la Culture, voilà, selon les dénominations qu'on a dans les pays. Et ensuite, vous avez les forces de maintien de l'ordre, évidemment. Il y a, que ce soit pour des pays où on a des unités formées ou pas, on reste dans un crime au, au sens le plus basique du terme. Donc, il y a ces unités de police et de gendarmerie qu'il faut saisir. Après, il y a des dynamiques internationales, je pense, sur lesquelles on a beaucoup déjà discuté, voilà, qui impliquent Interpol, qui a sa base de données, qui implique l'UNESCO aussi, qui a une excellente collaboration avec toutes ces entités, notamment avec Interpol. Moi, je peux vous dire, par exemple, que il ne se passe pas un mois sans que Dodé et moi nous recevions des personnes qui viennent se plaindre. J'avoue que c'est une question qui est assez complexe parce qu'au bout de la chaîne, alors ce n'est qu'une perception, mais au bout de la chaîne, parfois vous vous rendez compte que la personne elle-même elle est impliquée dans la dynamique. Parce que je pense dans le cas de la grande campagne que l'UNESCO a organisée en 2020, oui, autour de, voilà, de la question de trafic illicite et des petits crimes connexes autour de la question, dont beaucoup d'escroqueries. Je pense qu'il y a la question de la collaboration et de la coopération avec les entités juridiques au niveau national et au niveau international, les entités policières au niveau national et international, qui ont été soulevées par les services compétents de l'UNESCO, y compris sur des médias internationaux à grande audience. Je ne vais pas citer les noms pour ne pas faire de publicité. Mais pour revenir à ces expériences-là, vous recevez une personne qui vous dit, ah, je pensais que j'étais dans un cadre voilà, bien entretenu, très légal autour des objets d'art. Et puis, j'ai perdu des millions. Et on a utilisé, le professeur Maman l'a dit, on a utilisé votre nom parce qu'il n'y a pas que le ministère de la Culture. Ce qui se passe malheureusement, c'est que beaucoup utilisent le nom de l'UNESCO. Ouais, c'est très facile d'avoir le nom du directeur régional de l'UNESCO à Dakar ou à Yaoundé en ligne. Et vous avez un faux document qui porte son nom, mais qui n'a pas sa signature. Ou qui a à la fois le ministère de la Culture, l'UNESCO, c'est pas ICOMOS, vraiment un excellent photo où la première personne éveillée devrait comprendre que là, on est dans un trafic illicite. Et lorsque vous finissez par indiquer ces éléments, vous avez parfois ces personnes qui viennent avec des cartes de collectionneurs, avec un logo de l'UNESCO. Donc, il y a un travail de sensibilisation qui doit être fait. Peut-être on va y revenir vers la fin. Mais pour signaler juste que, il y a cette porte d'entrée aussi via l'UNESCO et nous, généralement, nous proposons notre pleine collaboration avec tous ceux qui se plaignent. Mais je peux vous dire que si on a reçu 10, aucun n'est revenu une fois qu'on a dit fournissez-nous tel élément de manière électronique à telle adresse et nous avons nos dynamiques de coopération interne qu'on ne va pas dévoiler, mais qui vont dans le sens des plaintes que vous avez ou de votre préoccupation ou de votre douleur que vous avez parce que vous avez perdu soit des biens, soit des très fortes sommes d'argent. Donc, il y a ces mécanismes voilà, d'écoute et de relais que nous avons aussi qui peuvent faciliter. Et là, comme on le dit toujours, la maison est ouverte et les autres entités aussi sont très disponibles à collaborer. Peut-être que les autres intervenants ont d'autres pistes voilà, pour toute personne voilà, qui voudrait signaler un cas. Merci. Je voulais dire à ce niveau que le plus difficile, c'est ce que Jean-Roland et Kadi ont relevé, c'est de pouvoir faire l'inventaire des objets. Parce que pour pouvoir dénoncer, il faut non seulement connaître l'objet, il faut connaître toute l'information en rapport avec l'objet, il faut avoir donc un objet documenté et avec des images. Et Jean-Roland l'a indiqué, il y avait de très bonnes résolutions pour qu'on puisse identifier l'objet. Et donc, c'est tout cela qui constitue le premier obstacle à une dénonciation qui puisse aboutir à quelque chose de sérieux,
qui puissent nous aider à avancer dans cette lutte, dans ce lutte contre ce phénomène-là. Mais par contre, il y a certainement des objets. Aujourd'hui, moi, je pense comme ça, hein, je le dis comme ça, en termes d'outils pratiques accessibles à des dénonciations, ça existe. Aujourd'hui, les réseaux sociaux écument nos vies. On n'a plus de vie privée carrément. Donc, c'est aussi la possibilité d'utiliser ces outils-là pour dénoncer. Si, par exemple, même si l'objet n'est pas documenté, même si l'objet n'est pas reconnu et classé comme il se doit dans la procédure d'inventaire, on peut dénoncer même à partir de ces outils-là, on peut juste donner l'information qui puisse permettre à ce qu'on puisse mettre en alerte les différents acteurs de la chaîne qui sont les acteurs qui sont impliqués dans ce processus de lutte contre ces trafics-là. Donc, c'est très important. C'est des outils qui sont aujourd'hui disponibles. Maintenant, c'est d'amener les États à publier. Jean Roland accompagne notre pays, hein, le bureau de Yaoundé accompagne Yaoundé, mais j'attends encore le catalogue d'objets publiés. C'est encore en cours, aussi, alors qu'on a amorcé depuis pratiquement 2016 en collaboration avec le bureau de l'Afrique centrale. Et là, nous bénéficions chaque année d'un appui dans ce sens-là. Je m'interroge alors pour d'autres États, qu'est-ce qu'il en est exactement? C'est très important de réfléchir dans ce sens-là et d'utiliser ces outils-là qui sont aujourd'hui accessibles à tous. Et il y a dans la plupart des pays africains, il y a des responsables des communautés, il y a des chefs traditionnels qui sont des garants de ces objets-là. Il y a des associations qui participent à la promotion de ces objets-là. Donc, c'est des acteurs qui sont de premier plan dans la conservation de ces objets. Donc, ils peuvent participer à la dénonciation et peuvent utiliser ces différents outils-là. Mais la question principale reste, tant qu'on n'a pas l'inventaire, on aura des difficultés à pouvoir contrôler ces phénomènes. Merci. Jérôme, si tu le permets, je voudrais un peu revenir sur le point soulevé par Komlan et pour compléter un peu ce qui a été dit. Donc, Monsieur Komlan, je ne sais pas si vous êtes de profil juriste pour avoir spécifiquement pointé cet aspect-là. En fait, je pense que c'est intéressant parce que souvent dans les ateliers ou dans les conférences, il y a beaucoup d'interventions qui reviennent sur cet aspect de cette suggestion de réviser des conventions. Mais je ne sais pas si les gens réalisent à quel point c'est un travail titanesque de mettre en place des cadres normatifs avec des États membres. Et je ne suis pas sûre que réviser un cadre normatif soit forcément une solution pour avoir des résultats concrets au niveau national, parce que je pense que ces types de cadres normatifs mériteraient vraiment d'être davantage exploités par les différentes parties prenantes. Quand je dis parties prenantes, c'est-à-dire les États membres, parce que ça offre vraiment non seulement des orientations pour prendre des actions claires, ça offre également un appui et l'assistance de toute la communauté internationale qui se regroupe autour de cet instrument pour pouvoir appuyer, mais pouvoir également être entendu et poser des actions concrètes. C'est des dispositifs qui vous permettent d'initier des coopérations bilatérales avec d'autres pays. Donc, il faut vraiment le prendre comme un tremplin. Et non seulement, c'est également des dispositifs qui vous permettent d'avoir de l'assistance technique, avec de l'expertise, avec tous des pools d'experts qui peuvent accompagner des pays, les orienter, les conseiller dans la mise en place de mesures et de politiques qui vont promouvoir justement, enfin, dans ce cas-ci, qui vont permettre aux États de lutter efficacement contre le trafic des biens culturels. Donc, et c'est également des lieux et des cadres qui permettent le dialogue et de faire entendre nos voix, que ça soit au niveau des États ou que ça soit au niveau de la société civile, au niveau des académiciens, toute la chaîne. Donc, je pense que ces cadres mériteraient vraiment d'être davantage exploités plutôt que d'être réinventés. D'autant plus je pense qu'on l'a répété tout le long de la discussion, il faut que ces cadres soient adaptés au niveau national. Parce que c'est là où vraiment les actions vont pouvoir retentir et faire vraiment la différence. Et
j'estime également que c'est important, enfin c'est vrai, parce que souvent c'est des choses qui vont revenir et c'est normal parce qu'on a un esprit critique, on essaie d'apprécier des choses qui ont été faites ou qui nécessiteraient d'être renforcées. Mais personnellement, pour avoir travaillé sur cet aspect depuis, enfin, toutes ces dernières années, je pense il serait vraiment juste d'apprécier les efforts énormes qui sont faits, que ce soit au niveau multilatéral, mais également au niveau des pays, pour pouvoir répondre à à la question de lutte contre la féticide des biens culturels. Il y a des collègues du Bénin qui sont là. Je pense que ce serait intéressant de les entendre également sur des cas concrets, notamment des restitutions qui ont été faites. Là, on est vraiment dans l'aspect restitution. Je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a pas mal de pays qui ont eu à avoir des opérations de saisie d'objets et qui donc montrent que ces efforts commencent à porter fruit. Certes, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il est nécessaire de voir également ce qui fonctionne et comment les renforcer. Et, euh, et il y a tout un tas également d'outils pour revenir à la dernière question, enfin la question qui a été soulevée par Jérôme par rapport aux outils. Au niveau des polices, on l'a dit, Interpol a mis en place sa database qui bien sûr concerne principalement les policiers dans le cadre de leur fonction, mais il y a également cette ID Art application qui est là, qui est téléchargeable et qui nous permet également de prendre action, de mieux comprendre le phénomène. L'ICOM a mis en place des listes rouges qui donne également des informations clés et imagées, notamment pour les professionnels du patrimoine, pour voir et prendre connaissance des objets qui sont à risque. Là, on ne parle pas d'objets trafiqués. Je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a ce livret qui a été partagé à travers tous les pays, notamment d'Afrique centrale et de l'Ouest, auprès des forces de l'ordre et de sécurité qui leur permettent de prendre action. Allez, on pourrait citer plein d'initiatives qui sont prises et qui ne sont pas nécessairement faites de manière séparée ou désordonnée. C'est des choses, notamment sur lesquelles également nous travaillons, c'est comment mettre en musique tout cela et vraiment avoir un cadre de coopération efficace. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment mis en place. Maintenant, après, c'est comment est-ce qu'on renforce et comment au niveau de chaque pays également, les organisations de la société civile et les communautés pourraient également jouer pleinement leur rôle pour faire retentir des voix. Parce que autant les organisations peuvent prendre action, les États peuvent prendre action, mais les organisations de la société civile et les communautés ont également un rôle fondamental à jouer. Et souvent, lorsque j'entends nos débats, il y a quelque chose que je trouve des fois un peu paradoxal, parce que autant d'une part, on va dire, ah, les communautés sont les premières garantes de leur patrimoine, c'est les premières à mieux connaître leur patrimoine, et à côté, on va dire, ah, mais il faut sensibiliser les communautés qui, normalement, d'après l'assertion que l'on pose, sont les premières garantes et connaissent mieux que nous ce patrimoine. Donc, je pense qu'il faut vraiment essayer de voir les choses de manière constructive et comment on exploite davantage ce qui est déjà mis en place plutôt que de mettre encore sur le plat d'autres dispositifs qui vont demander du temps pour que les gens s'accommodent avec, qui vont demander plus de temps pour pouvoir les appréhender et prendre action. Et je pense que chacun à son niveau, s'il apporte sa pierre, ça peut vraiment faire une différence. Des structures comme l'École du patrimoine africain jouent un rôle fondamental sur tout ce qui est partage d'expériences, formation, renforcer les capacités des acteurs de demain qui vont pouvoir justement mettre à contribution leur savoir en tant qu'académiciens, mais qui vont également, s'ils jouent bien leur rôle, pouvoir même conseiller les États et les services publics sur comment mettre en place des mesures et des politiques. Donc, je pense qu'il faut vraiment que chacun à son niveau voit ce qui est déjà à disposition et comment est-ce qu'il peut faire l'exploiter pour faire la différence. Mais c'est vraiment une affaire de tous, je pense. Et je pense qu'il est bon aussi de prendre le temps d'apprécier les efforts qu'ils ont faits et les résultats que nos différents pays mettent en place et qui peuvent servir d'exemple pour d'autres pays. Voilà. Merci. Merci à vous aussi, Madame Kadiatou Kamara. Merci au professeur et à Dr. Jean Roland. Vous avez énormément développé cette question de dénonciation du trafic en parlant des inventaires, des outils, IDA, le livret pour les forces de l'ordre et autres. Mais j'espère qu'au travers des idées que vous avez avancées, Madame Carole Nelly Kodo a pu avoir des éléments de réponse à sa question sur le rôle de l'universitaire chercheur dans la lutte contre le trafic illicite. Je pense que c'est dit aisément. Il faut inventer, documenter. Donc, le chercheur pourra contribuer à cela. Nous allons donc évoluer. On va passer aux conclusions. À une dernière question sur les perspectives parce que l'heure est assez avancée. On a encore 15 minutes à passer ensemble en ligne. Donc, pour conclure, et c'est une question qui s'adresse à vous les trois, chers experts intervenants.
Quelles sont les perspectives d'action et dispositifs qui peuvent être maintenant appliqués de nouveau dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite des biens culturels et la coopération internationale renforcée? Les perspectives d'action et les dispositifs autres que ceux que vous venez de citer, quels sont ces outils qui peuvent être appliqués maintenant pour le renforcement de la coopération internationale? Et ce sera vos conclusions pour la fin de ce webinaire. Merci. Je vais commencer. Je vais commencer par un commentaire que j'ai laissé dans le groupe qui renforce ce que Kadi disait tout à l'heure. Généralement, dans les sciences des politiques publiques, il est plutôt très recommandé de capitaliser sur les dispositifs existants que d'en multiplier parce qu'à la fin, du point de vue des sciences des politiques publiques et la politique culturelle et les politiques de lutte contre le trafic illicite en sont des politiques publiques, que ce soit nationales et internationales. Quand on les multiplie, on devient parfois pas très efficace. Euh, Moi, je vais peut-être revenir sur des éléments qui ont été déjà indiqués et qui sont essentiels et qui vont dans le sens de ce que je viens de dire. Je pense que pour avancer sur la question, et la question du cadre légal et réglementaire est importante. Je crois qu'on a indiqué que dans la plupart de nos pays, euh, soit on n'en fait pas mention, soit c'est uni, et du coup, il y a une espèce de vide normatif et juridique qui ne facilite pas le travail à ce niveau. Donc, pour moi, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, on l'a indiqué, c'est la question des inventaires. Parce que avant d'arriver aux conséquences, je pense qu'il faut un énorme travail sur des éléments de fragilité en amont. On a parlé du cadre légaux, réglementaire et politique. Il y a les questions d'inventaire. On l'a dit, on le redit, on le redira toujours. Il faut effectuer les inventaires et surtout assurer les mises à jour parce que parfois, on estime quand on a fait un inventaire, et d'accord, on est content, on a un registre et puis c'est bon. Je pense qu'il faut assurer les mises à jour et évidemment, pour les questions qui vont en aval sur les traçabilités et autres, il faut vraiment que dans nos pays et dans nos musées, que nous travaillons beaucoup sur les questions de numérisation des collections et des documents des bases de données. Si on est toujours dans l'analogique, voilà, on va continuer à, à nous plaindre du fait qu'on n'a pas de traces ou on ne sait pas où est passé euh, un objet. Il y a la question du renforcement des capacités. Elle est importante. On a coutume de dire quelque part, mon peuple périt faute de connaissances. Et je pense que ce manque de connaissances aussi, il est transversal. Il est transversal sur un certain nombre de maillons de la chaîne qui a été indiqué, que ce soit des acteurs institutionnels qui ont le rôle régalien, que ce soit nous, les ministères, que ce soit tous les autres qui doivent travailler en synchronisation. Et on a beaucoup parlé de la coopération internationale et de la coopération. Parfois, on a aussi donné l'impression qu'elle est intra-disciplinaire. Je pense qu'il faut vraiment relever qu'il est important qu'elle soit éminemment intersectorielle. La plateforme qu'a indiqué, qu'a dit et le professeur, elle doit avoir sur la même table tous ces acteurs, du responsable du patrimoine culturel au ministère, aux responsables de la police, au niveau central, au niveau des frontières, de la douane. Je pense qu'il doit y avoir cette synergie de communication, pas seulement parallèle entre les unités, entre la police nationale, Interpol, international, mais aussi au niveau national, il faut cette synergie. Et puis, pour moi, l'avant-dernier point, c'est la question de la communication. Elle est importante. Il faut parler au grand public. Je pense qu'il y a à la fois une espèce de complicité passive hein, qui est aussi celle du grand public et qui regarde la question un peu comme si elle concernait un cercle restreint de personnes qui parlent des choses anciennes. Je pense qu'il faut mettre le grand public à contribution et tout le monde a son rôle à jouer. Et pour moi, le dernier point, qui est important, qui est fondamental, bon, qui est un peu aussi fait ADN UNESCO, c'est qu'il faut vraiment renforcer les mécanismes de paix et de cohésion sociale.
Parce que si au moins on a des stabilités politiques, on fragilise moins les États et les sites culturels et biens patrimoniaux. On canalise plus des forces de maintien de l'ordre vers des missions de protection des biens des personnes. Et donc, on a une meilleure concentration aussi sur la surveillance des territoires et la circulation des biens. Et puis, on revient aussi à une espèce c'est vrai que Kadi a dit, c'est vrai, les communautés maîtrisent mieux leur patrimoine, mais à l'intérieur de communautés, en 2024, malheureusement, nous avons aussi beaucoup de membres de nos communautés voilà, qui n'ont pas conscience. Il faut reconscientiser, il faut cette réappropriation optimale des communautés et des individus autour de ce patrimoine important et qui est en bout de compte notre bien commun à tous. Voilà. Je ne voulais pas repartir sur les aliments internationaux, mais je pense qu'il faut peut-être revenir sur quelques éléments essentiels en amont qui nous permettraient voilà, d'endiguer, d'enrayer pour le bien-être de tous et pour vraiment notre patrimoine commun voilà, qui se perd dans cette espèce d'hémorragie. Voilà. Ouais. D'accord. Je voulais dire, par rapport à cette question, je voulais aborder trois aspects. Le premier aspect, c'est celui des universités. Moi, je crois que les universités ne s'approprient pas beaucoup cette convention. Moi, j'ai enseigné et je continue de le faire quand l'occasion se présente. Mais à l'université, c'est davantage, quand vous essayez de voir les programmes, c'est davantage les conventions de 2003 et de 72 qui sont beaucoup plus enseignées dans ces universités. Donc, je pense qu'il est temps que les universités s'approprient également cette convention de 70 pour avoir contribué à la formation de ces professionnels-là, parce qu'à l'université, ces étudiants sont appelés à être des futurs de douaniers, des futurs policiers, des magistrats et bien d'autres. Donc, c'est important que les universités s'approprient. Moi, je me souviens en 2018, je crois, hein, on a été invité au Sénégal, à Saint-Louis, pour que les universités puissent se réapproprier la convention de 72. Je crois que peut-être que les organisations qui sont impliquées dans la lutte contre ces phénomènes peuvent aussi réfléchir dans ce sens-là. Comment est-ce que amener les universités à se réapproprier donc le combat contre ces phénomènes à travers des recherches, mais la documentation des collections, accompagner les communautés à faire des inventaires et tout cela, je pense que ce serait quelque chose d'assez important pour l'Afrique. Le deuxième aspect, c'est par rapport aux États. Je crois que ces États, je l'ai dit je crois, la première intervention, gagneraient à disposer, n'est-ce pas, des textes d'application. Parce qu'il faut que les États s'investissent dans cet aspect-là, parce que cette convention, elle existe, celle de l'Union droit, elle existe. C'est vrai, Kadi l'a dit, il faut pouvoir déjà se réapproprier cela, mais il faut pouvoir les contextualiser par rapport à nos pays. Et ça, c'est important pour que les États disposent à travers des textes d'application. On a la possibilité d'identifier tous les acteurs de l'État. On a la possibilité de mettre en place des unités spéciales, ainsi de suite. Je pense que c'est très important. Et le dernier aspect, c'est l'interpellation de l'Union africaine. Parce que nous l'avons indiqué tout à l'heure. Parfois, c'est des objets transfrontaliers, c'est tout le continent qui est concerné. Et aujourd'hui, je pense que l'Union africaine pourrait aussi créer ou alors mettre en place soit une plateforme, soit une institution qui travaille dans ce sens, dans la coordination. Ça, c'est important pour pouvoir accompagner l'ensemble des pays compte tenu du fait que certains objets, aujourd'hui, certains objets transitent par plusieurs pays. Donc, comment est-ce que l'Union africaine peut investir aussi ces secteurs d'activité, à encourager les États et mettre en place des institutions et des structures qui soient capables
d'accompagner les États dans ce sens-là. Voilà les trois aspects que j'ai notés. Je note que dans le cadre du renforcement de la coopération internationale et la lutte contre le trafic illicite des biens culturels, il faut travailler à capitaliser les dispositifs existants. Il faut travailler à renforcer les mécanismes de paix et de cohésion sociale. Il faut travailler à renforcer la coordination et la communication entre les organisations internationales, les unités spécialisées au plan national et également entre les communautés afin que la lutte contre le trafic illicite soit vraiment effective. Pour ce cas, l'inventaire l'accent a été également mis sur l'inventaire, le renforcement des capacités en elles-mêmes et la communication entre différentes institutions, unités spécialisées, les communautés et les États. Avant de conclure et de remercier tout un chacun de vous pour la participation à ce webinaire, je voudrais inviter Madame Kadiatou Kamara à donner son mot. Oui, Jérôme, merci. Peut-être juste pour compléter rapidement pour les perspectives et sur la lancée du professeur et de mon collègue Jean Roland. Justement, sur le deuxième point soulevé par le professeur sur les questions de comment impliquer les universités et les universitaires, une des actions clés nous allons mettre en route, par exemple, et qui est très concrète sur des choses sur lesquelles on a le contrôle et qu'on peut dire qu'on va avancer, c'est notamment avec l'École du patrimoine africain où nous avons lancé un appel à contribution pour créer un pool d'experts juristes sur les questions liées au droit du patrimoine culturel en Afrique. Donc, l'appel est très récent. Il va être clôturé en tout cas. Et l'objectif, c'est d'impliquer justement, de répondre à un besoin qui est là, qui est celui que dans la chaîne des acteurs de lutte contre le trafic illicite des biens culturels, un des maillons faibles, c'est notamment les acteurs judiciaires. Et pour nous, c'est important d'investir sur sur l'expertise jeune pour s'assurer que demain, nous ayons un pool de juristes qui puissent fournir de l'appui conseil et notamment accompagner les différents États sur les questions liées au trafic illicite des biens culturels et la question des restitutions. Donc ça, c'est une chose sur laquelle nous travaillons. En termes de renforcement des capacités des forces de l'ordre et de sécurité, la machine est enclenchée et il faut continuer à former, à renforcer les capacités des forces de l'ordre et de sécurité, notamment sur l'utilisation de tous ces outils que nous avons mentionnés et qui permettent de prendre action, mais également en corrélation avec les professionnels du patrimoine. Je sais que un exemple concret également qui a été soulevé lors de nos ateliers de formation, notamment le dernier que nous avons tenu ici à Dakar sur le trafic illicite des biens culturels. Il y avait une idée assez innovante qui avait été soulevée et qui s'inspire notamment de la Convention de Washington sur les CITES, donc sur les objets, enfin, les espèces protégées, et qui suggérait de voir comment avoir un, un certificat d'exportation qui soit régulé par une organisation telles que la CEDEAO par exemple, ou autres organisations qui permettraient juste, et qui a la compétence douanière, qui permettrait de fédérer un certain nombre d'États et d'harmoniser certains aspects qui pourraient, in fine, faciliter certaines procédures. C'est des choses sur lesquelles nous sommes en train de réfléchir. Ce n'est pas fin prêt, mais c'est des éléments que je pense qui sont intéressants à explorer. Et terminer sur un point que Jean Roland a également soulevé, qui est sur le cas spécifique de la restitution, et notamment dans le mandat de l'UNESCO, qui est également d'offrir des espaces de dialogue et de concertation aux différents acteurs. Nous vous invitons à réserver les dates du 27 et du 28 janvier, car l'UNESCO organisera un dialogue régional sur les niveaux types de coopération et d'accords sur le retour et la restitution des biens culturels en Afrique. Et nous ne manquerons pas de partager sur les réseaux toutes les informations pour que vous puissiez y assister en ligne. Donc voilà, merci. Merci, Madame Kadiatou. Vous avez profité pour parler des actions que mène l'UNESCO et j'espère que nos participants ont pris note
de votre appel et des dates que vous aviez mentionnées. Donc, pour finir, nous avions abordé, bon, il y a une question qui est revenue, mais vous, elle pourrait être débattue en offre avec vous par rapport au crime. Où est le crime concernant le trafic illicite des biens culturels? C'est ressorti clairement le pillage qui est organisé en temps de conflit et autres. Donc, il y a autant d'éléments. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tout un chacun de nous avons un rôle à jouer dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite des biens culturels, les dénoncer, documenter les biens avec à l'appui les images et puis se servir des outils, que ce soit numériques ou non, qui existent déjà pour pouvoir participer à la protection de l'héritage culturel, des biens culturels existants. Donc, il faut renforcer les cadres légaux sur le plan national. Il faut également mettre en appui les unités spéciales et également renforcer les modèles de coopération qui existent afin de pouvoir réellement lutter contre le trafic des biens illicites. Veillez également aux documents d'exportation, à la légalité des documents d'exportation. Donc, veillez également à d'autres mécanismes de coopération, à savoir le dialogue qui vient d'être cité, et puis renforcer la coordination entre les institutions et la communication. Donc, c'est sur ces mots que nous allons clôturer le webinaire qui a porté autour du thème de trafic illicite des biens culturels. Quelle action pour une coopération internationale renforcée? Donc, chers participants, chers experts intervenants, je vous remercie pour votre participation active à ce webinaire. Je remercie également les organisateurs, à savoir l'École du patrimoine africain, l'UNESCO, pour avoir initié ce webinaire, aux experts, Mme Kadiatou Almas Kamara, professeur Ahmad Ousmane, Dr Jean-Roland Onana. Je remercie tout un chacun de vous et je demande à vous, chers participants, d'allumer vos caméras afin que nous puissions prendre une image de groupe. Je vous remercie. Et à la prochaine pour d'autres sessions de renforcement avec l'EPA et l'UNESCO. Merci beaucoup. Laurent, lorsque c'est bon, tu nous dis, hein, que les gens puissent se préparer. Oui, encore quelques minutes, s'il vous plaît. C'est bon, Madame Jérôme. Merci beaucoup à vous pour votre participation active. À la prochaine. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir, merci Jérôme. Merci, au revoir.